accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct de 23h à 1h du matin. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Jean Dorido, psychologue, et nous sommes ensemble ce soir. C'est mon premier dimanche soir avec vous, j'en suis heureux et ému. Merci de m'accueillir. La semaine dernière, exceptionnellement, il n'y avait pas de libre antenne, car précisément, la situation était exceptionnelle. La France devenait, pour la deuxième fois de son histoire, championne du monde de football, 20 ans après l'exploit des Bleus de 1998. Alors que l'on aime le football ou que l'on ressente de l'indifférence pour ce sport, et même si on déteste le ballon rond, cet événement nous renvoie à l'importance que tiennent les groupes d'appartenance dans notre existence. Nous avons besoin de ce lien social, ce sentiment d'appartenance qui nous fait nous sentir moins seuls. Depuis notre enfance, nous adhérons volontairement ou non à bien des groupes différents. Il y a d'abord la famille, et puis l'école, plus tard le travail, les différents groupes d'amis. Les groupes auxquels nous appartenons sont choisis et parfois subis. Dans tous les cas, un groupe d'appartenance peut nous aider à nous épanouir, à faire éclore la singularité que nous abritons, mais il arrive aussi qu'un groupe nous étouffe, tant les normes et les règles qu'il entretient ne nous correspondent pas. Et puis il y a aussi notre groupe, celui que nous formons tous ensemble dans cette libre antenne, et nous sommes ensemble ce soir de 23h à 1h du matin pour parler de tout ce qui vous intéresse, vous préoccupe, vous touche ou même peut-être parfois vous tourmente. Nous en parlons en toute bienveillance et sans jugement. Corentin et Thomas sont là pour vous accueillir. Vous les appelez, vous le savez, au 39 21. Il y a eu ce soir un problème technique avec le standard, et vraiment nous vous présentons nos excuses, vous qui nous appelez comme chaque soir depuis 22h. Le standard est désormais réparé, alors n'hésitez pas, vous connaissez le numéro, le 39 21. Corentin et Thomas sont à votre écoute. Vous pouvez également réagir par SMS au 7 39 21. Commencez alors vos messages par le mot nuit, et il vous est également possible de réagir par mail sur notre site internet europe1.fr. C'est Fabrice Fougerouz qui réalise ce soir cette émission. Bienvenue sur votre libre antenne. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Et nous sommes en ligne pour commencer cette émission, je crois, avec Christine qui a réussi à obtenir le standard au 39-21 juste après qu'il soit réparé. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir monsieur. Donc je suis très contente d'avoir quelqu'un dans cette émission Ça que fait j'écoute plaisir. depuis pas mal de temps. Et oui, d'abord merci pour votre fidélité, d'une part, et puis merci d'avoir insisté. Hein. C'est vrai que ce soir on a eu des gros soucis. Vous savez ce que c'est la technique. Parfois, voilà, les standards tombent. Hein. On dit comme ça je crois dans le jargon du téléphone. Et heureusement, voilà, tous les techniciens étaient sur le coup. Et ça y est, maintenant le standard refonctionne. Et j'ai eu le plaisir de vous avoir juste tout à l'heure là. Et je crois que vous aviez envie de réagir à l'histoire de Teddy qui nous a appelé hier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors je rappelle hein, pour les personnes qui nous écoutent ce soir, Teddy a 38 ans. Il a traversé, on peut dire une enfance très difficile. Sa maman était malade, elle souffrait de dépression, et sa maman a mis fin à ses jours en 2004. Et pour autant, voilà, Teddy tient le coup. Il a un travail, il vient d'acheter une maison. Simplement, voilà, il se sentait très 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 seul, hein, très isolé. Et je crois que vous aviez envie de réagir par rapport à son histoire, Christine, c'est ça ? Voilà, oui, parce que moi j'ai un peu la même situation également. Je suis toute seule, j'ai une maison. D'accord. J'ai la chance d'avoir un jardin aussi. Ça, c'est important. C'est important le jardin ? Pour pouvoir sortir, aller regarder ce qu'il y a dedans.
Si on a des arbres fruités, on peut s'en servir. Ah ben oui, bien sûr. Il y a tout un tas de choses. Depuis combien de temps vous êtes seule, Christine? Depuis 99. Depuis 99, ça va bientôt faire 20 ans. Voilà. Quel âge avez-vous? J'ai 60 ans. D'accord. Et comment ça se fait que vous soyez seule depuis 99? Ça veut dire qu'avant, vous n'étiez pas seule. J'ai été mariée 12 ans et demi D'accord. avec quelqu'un qui était violent. Ah. Quand j'étais enceinte. Et il n'y avait pas moyen de s'entendre, donc il a fallu partir. Et ce monsieur était violent avec les voisins? Il était violent avec moi quand j'étais enceinte. Avec vous, quand vous, c'est-à-dire, pour être très très clair, très concret, ce monsieur était violent physiquement avec vous pendant votre grossesse? Oui, tout à fait. Et comment c'est... Après, moi, je pouvais pas... il voulait un autre enfant. D'accord. Mais moi, je ne pouvais pas... je ne voulais pas en avoir un autre. Bah oui, bien sûr. Avec un violent. Bah oui, bien sûr. Donc, je lui ai donné plusieurs chances. Il n'a jamais rien voulu comprendre. Et après, j'ai demandé le divorce. Il me semble que vous avez été bien inspirée, Christine. Qu'est-ce que cette violence, c'était dû à une prise de produit ou c'était... Non, pas du tout. C'est qu'il était violent. Il s'en mettait en colère très facilement. Et bon, il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas. Donc, à un moment ou un autre, il faut prendre le taureau par les cornes et se dire que de toute façon, ça ne sert à rien de rester. Il faut s'en aller. Vraiment, je vous remercie pour votre témoignage, Christine, parce que je pense que ça peut aider quand même beaucoup de personnes qui nous écoutent. C'est vrai que parfois, ce n'est pas facile. Évidemment, ce n'est jamais facile de quitter quelqu'un, d'autant que j'imagine que si vous l'aviez épousé, vous aviez été amoureuse de cette personne. Oui, évidemment. Bien sûr. Eh oui. Et c'est vrai que c'est difficile quand on est amoureux. Les personnes qui vivent à la campagne ont une autre mentalité que celle de la ville. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Les personnes de la ville, elles vont avoir des activités, elles vont sortir, elles vont aller au restaurant, tandis que dans les campagnes, c'est quand même plus restreint. Moindrement que la personne avec qui on vit, elle a un métier prenant. C'est-à-dire comme l'agriculture, par exemple. D'accord. Oui, donc vous étiez à la campagne et votre compagnon était agriculteur. Voilà. D'accord. Et donc, moi, je suis... donc, quand il a été décidé de divorcer, j'ai cherché un appartement et je m'y suis installée. Donc et après, j'ai trouvé la liberté. Et alors, est-ce que c'est bon, la liberté, Christine? Et donc, j'avais enfin ce que je voulais, mais il est venu me chercher 3 fois. Et je lui ai dit non, je ne reviens pas. C'est-à-dire qu'en fait... on ne peut pas non plus toujours passer dessus. Et quand ça ne veut rien faire, il faut partir, il ne faut pas rester avec les gens. C'est-à-dire que, oui, effectivement, je pense que manifestement, je n'ai pas idée du niveau de violence qu'il avait atteint. Maintenant, voilà, manifestement, pour vous, c'était clair et net. Plus jamais ça, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Et comment va l'enfant? Ça va. Ah ça fait plaisir. Il est bien à partir du moment où j'ai changé de tout, quoi. Parce qu'il fallait vivre caché. Enfin bon, c'était tout un tas de choses, quoi. Pardon? C'était assez particulier comme comportement. Mon ex était assez particulier. C'est-à-dire? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Non, vous ne préférez pas, d'accord. Donc l'enfant, j'ai intégré un appartement. Après, ça m'a permis de rencontrer l'associatif. Alors ça, je crois de pouvoir m'investir dans l'associatif. Ça, je pense que ça peut aussi aider beaucoup de personnes qui nous écoutent. On en parlait d'ailleurs avec Teddy hier. Vous savez, il y a Laetitia qui l'a appelé. Vous vous souvenez, à cette jeune femme très dynamique, qui a vraiment, une énergie vraiment qui fait plaisir à voir. Et c'est vrai qu'elle lui disait effectivement, elle aussi, elle lui conseillait de sortir justement, de se mobiliser. Et vous, c'est l'associatif qui vous a vraiment redonné de l'énergie, c'est ça? Oui, l'associatif dans l'environnement, pas l'associatif dans le médical. D'accord. Ni dans l'aide aux personnes. Non, plutôt dans le rapport à la nature, l'écologie, quoi. Tout à fait, tout à fait.
Parce que là, on rencontre plein de gens qui ont des passions, qui vous font partager leurs passions et qui vous emmènent avec eux. Ah oui, c'est vrai que ça fait du bien, bien sûr. Et là, pour moi, ça m'a ouvert sur beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont emmené, qui m'ont fait partager leurs passions. Et là, je suis administrateur dans des associations. D'accord. Et ça me permet de voir d'autres choses. Et je trouve que c'est bien de s'investir là-dedans. Et quand on est tout seul, on voit plein de gens à l'extérieur. Et après, quand on rentre chez soi le soir, on est content parce qu'on a fait quelque chose avec les autres, pour les autres. Mais après, on retrouve sa solitude chez soi et c'est bien aussi. Oui, je vous imagine, Christine, plutôt une personne indépendante. Hein. Je pense que ça doit vous faire du bien, effectivement, oui, d'être un petit peu tranquille chez vous le soir. Par contre, ce qui manque quand on est tout seul, c'est l'affectif. Eh oui, c'est ça. Et oui, comment faire alors dans ces cas-là? Et c'est très compliqué quand il faut refaire sa vie. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Christine? Dites-moi. Parce que moi, j'arrive pas à trouver quelqu'un. Alors, quelque part, je me réjouis de votre formulation. J'arrive pas, ça veut dire que vous essayez de rencontrer quelqu'un. Oui. Et comment vous faites ça alors? Comment vous faites pour rencontrer quelqu'un? Je ne vais pas aller non plus sur les réseaux sociaux parce que pour moi, on rencontre pas les gens comme ça. Je préfère voir les gens dans les associations directement. Bien sûr. Alors, je pense que je vous comprends à 100%, hein, Christine, hein, par rapport aux réseaux sociaux et puis tout ce qu'on appelle aujourd'hui les sites de rencontres. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se rencontrent par Internet. Et je pense que je comprends votre réticence. Et en même temps, moi, vous savez, je suis psychologue et je reçois toute la journée des personnes dans mon cabinet qui viennent me voir comme ça en séance. Et je peux vous dire que j'ai évidemment de plus en plus de personnes, j'ai envie de dire des personnes comme vous et moi, qui rencontrent des personnes et qui vivent des belles histoires à travers. Et oui, il n'y a pas de raison, exactement. Et c'est vrai que bien sûr, hein, j'imagine, on l'a dit, vous avez 60 ans, donc peut-être vous n'êtes pas né avec les ordinateurs comme je suis obligée. Mais voilà, c'est ça. Dans les associations. Et ouais, je suis obligée d'utiliser les ordinateurs. Et j'imagine on communique énormément par ordinateur. Et voilà, donc j'imagine que vous êtes en fin de compte plutôt à l'aise avec, n'est-ce pas? Et alors comment ça se fait que vous n'ayez pas peut-être d'élan comme ça pour peut-être malgré tout. J'ai pas envie d'aller sur Mythique ou des choses comme ça. J'ai pas envie. Non. Qu'est-ce qui vous arrête? Parce que j'entends que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un pour l'affectif. Oui. Hein? Et oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous arrête? J'ai passé souvent des annonces, tout ça. J'ai eu beaucoup de réponses. Et il n'y avait personne en face. Vous avez passé des annonces sous quelle forme alors? Dans des journaux. Dans les journaux? Oui. Et du coup, ça n'a pas été satisfaisant les réponses? Non, parce que j'ai téléphoné, j'ai rencontré toutes les personnes. Et bon, c'était toujours pour des trucs d'un soir, quoi. Mais c'est-à-dire, alors, vous avez cité un site de rencontre, un Mythique, on peut dire qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a Adopte un mec, il y a Tinder en application, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Parce que voilà, il existe plein de sites comme ça pour se rencontrer. Et alors sur les journaux, on a tous des clichés. Hein. Je me rappelle des annonces dans la ruralité comme ça, les annonces du chasseur français. Ah, je connaissais, oui, ça, oui. Hein, il y avait des annonces comme ça. Et oui, tout à fait. Dans beaucoup de journaux, il y en a, oui. Dans quel genre de journal aujourd'hui publie des annonces de rencontres comme ça, à part le chasseur français? Vous pourriez me citer 2-3 journaux différents? C'est des quotidiens, dans les quotidiens. D'accord, les quotidiens régionaux? D'accord. Oui. Il y a des annonces de rencontres, d'accord, oui. d'accord. Il y a un cadre qu'on remplit. Avec le carnet du jour, quoi, j'imagine, avec les naissances, les décès, les baptêmes, tout ça. J'imagine que ça doit être dans les mêmes pages du quotidien, c'est ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait, d'accord. Il y a la possibilité de remplir une annonce, d'accord. que ce soit pour une voiture, pour chercher un appartement,
pour vendre quelque chose. D'accord, Enfin, d'accord. voilà, c'est pas mal ça. Et alors, c'est pas mal certainement. Toutefois, je vous entends, Christine, me dire que les réponses que vous avez eues, en fin de compte, c'était des réponses qui ne vous convenaient pas. C'était des personnes qui étaient intéressées juste Et par j'ai trouvé que c'était pas très les hommes cherchent, on sait pas ce qu'ils cherchent finalement. On ne sait pas ce qu'ils Ils cherchent. cherchent la perfection, alors que souvent ils ont oublié de se regarder dans une glace. D'accord. Alors, j'imagine que pour dire ça, ça veut dire que vous avez peut-être rencontré certains de ces hommes alors qui vous répondaient à ces annonces. Oui, mais j'ai rencontré tous ceux qui m'avaient répondu, oui. D'accord. Et alors, vous avez eu le sentiment globalement que tous cherchaient la perfection alors qu'ils n'étaient pas du tout eux-mêmes parfaits, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils demandent une femme parfaite, alors que il faut que la femme soit parfaite, mais est-ce que eux, C'est ça? ils savent ce qu'ils veulent vraiment? D'accord. Je suis pas sûre. Ça me rappelle une histoire de psy, justement. Et c'est l'histoire de ce monsieur qui cherche la femme parfaite. Et il passe des années, il parcourt le monde entier pour trouver la femme parfaite. Et un jour, il la trouve. Et pas de chance pour lui, elle cherchait l'homme parfait. Bah oui. C'est ça. Dites-moi, Christine, ce que je vous propose, si vous voulez bien, parce qu'on va avoir une petite interruption, là, momentanée. Donc, si vous voulez bien, on se quitte pas très longtemps, et je vous reprends juste après pour qu'on continue ensemble, d'accord? D'accord, oui. Ok, super. À tout de suite. Oui. Envoyez vos SMS à la libre antenne d'Europe 1 au 7 39 21. 65 centimes plus coût du SMS. Europe 1. Oui, Christine? Oui. Mais vous êtes toujours là. Oui, donc on a terminé sur ce sourire, hein, l'histoire du type qui cherche la femme parfaite. Et elle cherche l'homme parfait, c'est pas de chance. Et alors, bon, évidemment, voilà, moi je n'ai pas à vous bousculer par rapport aux rencontres électroniques. Toutefois, je vous cache pas, ça m'embête un peu pour vous, parce que je vous entends très dynamique, très, très clair sur ce que vous recherchez, sur ce que vous ne voulez pas aussi. Et vous êtes à l'aise avec l'informatique, vous avez cette activité associative comme ça, vous êtes dans le coup, comme on dit. Et je m'étonne que vous ne passiez pas le pas par rapport à tous ces sites de rencontres. Ça me fait un peu peur aussi. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je passe quand même, donc avec mes activités dans les associations, j'ai quand même beaucoup de mails. Oui. Hein, et je passe quand même beaucoup de temps sur les ordinateurs. Et bon, est-ce que le soir, j'ai vraiment envie d'aller sur un ordinateur pour chercher quelque chose? Non. C'est-à-dire que vous craignez de passer trop de temps sur l'informatique, c'est ça? Oui, parce que je passe quand même beaucoup de temps par mon travail sur des ordinateurs. D'accord. Et après, il faut quand même lire les mails, répondre, etc. Dans tout ce que j'ai sur les associations. Donc, moi, après, ça me prend trop de temps. Oui, d'accord. Et par exemple, je n'ai pas de télévision. Ah oui, d'accord. C'est un choix, j'imagine. C'est un choix. Oui. D'accord. Parce que quand on a une télévision, on se met devant, on fait rien. Tandis que quand on écoute la radio, on peut faire autre chose en même temps. Oui, ça, vous avez raison, c'est vrai. Ah oui, Et je trouve que c'est mieux, on s'enferme moins. Bon, écoutez, je pense que je comprends votre point de vue. Oui. Je veux pas critiquer la télévision parce que ça peut mais aussi. Non, mais c'est pas une critique. Non. Mais je vous rejoins. Non, c'est vrai c'est un autre rythme. Et puis je pense que je vous comprends par rapport aux ordinateurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus fort. On parle même aujourd'hui d'addiction digitale. Oui, vous savez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de reconnaître comme maladie, en termes de psychopathologie, l'addiction aux jeux vidéo. C'est une grande première mondiale. Jusqu'à maintenant, la seule addiction sans substance reconnue par l'OMS, c'était l'addiction aux jeux d'argent. Depuis très très longtemps. Il n'y en avait
pas d'autres. Hein. Certains psys, parfois, si vous voulez, s'autorisent à parler d'addiction à la pornographie, d'addiction aux achats compulsifs. Mais ça n'est pas reconnu par l'OMS. La seule addiction sans substance, c'était le jeu d'argent. Et là, ça fait quelques semaines seulement que ça vient de tomber, ils viennent de reconnaître l'addiction aux jeux vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo, c'est du digital, c'est de l'informatique. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, quand on lit le temps moyen passé notamment par les adolescents sur leur smartphone. Je pense que je vous comprends. C'est vrai que c'est un peu effrayant. Bien sûr, ça se respecte. Quand on rentre dans un système, après, on a tendance à y rester trop longtemps. Vraiment, je vous comprends, je pense, Christine, et encore une fois, voilà, je respecte votre retenue, et en même temps, voilà, c'est vrai que je me dis, vous qui avez ce désir d'introduire une dimension affective dans votre existence qui va bien par ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le vois avec mes patientes et mes patients, c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble vraiment, je dirais presque le premier mode de rencontre, c'est-à-dire que la personne aujourd'hui qui ne rencontre personne à son travail, qui n'a rencontré personne dans ses études, c'est vrai que après, peut-être que je ne sors pas assez non plus. Hein. Alors voilà, je veux dire, il y a le supermarché aussi. Il paraît que c'est un vrai lieu de rencontre, le supermarché, paraît-il. Ah. Paraît-il, les personnes qui font leurs courses, quand on regarde des statistiques qui sortent régulièrement, on demande aux Français, aux couples, de dire où est-ce qu'ils se sont rencontrés. Le supermarché, c'est pas le premier lieu, mais c'est loin d'être le dernier, paraît-il. Maintenant, oui, vous en parliez tout à l'heure, quand on est à la campagne, vous disiez qu'on sort peut-être pas beaucoup, c'est ça ? Oui, mais là, je suis quand même à côté d'une ville, donc je suis ce qu'on pourrait appeler une ville dortoir, par contre. D'accord. Mais moi, je trouve que la solitude, c'est bien aussi, parce que ça permet d'avoir un endroit où on est tout seul, pour se retrouver, réfléchir, etc. Peut-être se remettre en question. Et je trouve que c'est pas si mal. Mais il faut avoir quelque chose à côté. Oui, bien sûr. Je vous ai... J'ai un ami donc qui est très égoïste. Il faut que je me déplace pour lui, il faut que je fasse tout pour lui, mais lui ne fait rien pour moi. Donc j'ai décidé que, il passerait la trappe. C'est-à-dire, il a peur que vous rencontriez quelqu'un, ce monsieur, c'est ça ? Comment ? Si je comprends bien, il a peur que vous rencontriez quelqu'un, ce monsieur, c'est ça ? Il est très jaloux, très positif, oui, mais comme il n'est pas correct avec moi, je vais le larguer. Ah, donc vous avez quand même... Alors, c'est un ami ou c'est un petit ami, si j'ose dire ? Ah ouais, c'est un ami, c'est un tout ce qu'on veut, quoi. C'est un ami plus, quoi, d'accord. Et donc, vraiment, quand je vous entends, c'est réjouissant de vous entendre, hein, Christine, parce que je vois que... En général, je fais beaucoup rire les gens, avec ma façon de parler et ma façon de voir les choses, ça fait beaucoup rire. Ben oui, je pense que ça fait du bien, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est bien, parce qu'il y a tellement de gens qui ne rigolent plus. Ben oui, c'est vrai. Qui ne parlent plus. Et moi, ce que je trouve dommage, mais vraiment dommage, c'est qu'on a perdu le toucher. On a perdu le toucher. Ben écoutez, vous avez raison. Moi, je peux vous dire, Christine, que vous touchez beaucoup de monde ce soir. J'ai des réactions par SMS. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui réagissent par SMS au 7 39 21, qui commencent leur message par le mot nuit. J'ai alors attendez, des personnes qui vous comprennent. Voilà, moi, je comprends Christine, mais alors c'était avant que vous parliez de votre petite amie. Mais il dit, mais quand on cherche l'amour, eh bien, on tape à toutes les portes, et les réseaux sociaux, eh bien, c'est une piste à ne pas négliger. Il y a Luc qui vous dit bravo, voilà, bravo Christine, voilà, je crois qu'il vous rejoint sur la télévision notamment. Et il y a une personne qui là par contre a du mal à trouver un petit ami. Alors elle, je pense que vous pourriez la coacher, cette personne, parce que c'est Cathy. Elle a donné son numéro, si vous voulez la joindre en antenne. Oui. D'accord, parce qu'elle, voilà, elle a un petit peu du mal. Et quand je vous entends, Christine, moi, voilà, je vous entends pleine de ressources. Et oui, tout le temps. Mais oui. je m'efforce parce que
on est intéressant pour les autres et pour soi quand on a le moral. Mais vous avez raison. Et une autre personne qui vous dit bravo, voyez, qui vous dit vraiment la vie est courte. Bravo à Christine. Je vous remercie vraiment, Christine, pour votre témoignage et votre intervention, parce que vraiment ça me met du baume au cœur. Voilà, ça rend enthousiaste. Je vous suggère qu'on termine notre échange là-dessus, si ça vous convient. Oui, pas de souci, oui. Qu'aimeriez-vous que je vous souhaite, peut-être, avant de raccrocher? Comment? Qu'aimeriez-vous que je vous souhaite avant de raccrocher? Moi, ce que je recherche, c'est un homme qui peut accepter donc des démonstrations affectives. Parce que je n'en trouve pas. D'accord. Écoutez, je crois que le message est lancé sur les ondes. Voilà. Je vous souhaite de tout mon cœur de trouver cette personne qui existe. Hein. À mon avis, il est en train de vous chercher. Après, vous pouvez donner mon numéro de téléphone, c'est pas un souci à des personnes. Si elles le veulent, je répondrai, pas de souci. Eh bien, écoutez, c'est dit. Corentin et Thomas sont au courant. Je vous remercie encore, Christine, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Eh bien, pareillement à vous, merci. Merci, Christine. Au revoir. Au revoir, monsieur. La libre antenne sur Europe 1, Jean Dorido. Europe 1. Et nous poursuivons cette libre antenne sur Europe 1 au 39-21. C'est Aline qui nous a appelé. Bonsoir, Aline. Bonsoir. Comment allez-vous? Un petit peu ému de savoir en direct à la radio. Alors là, vous me croirez si je vous dis que je vous comprends de tout mon cœur. Hein. Oui, ça vraiment, je comprends votre émotion. Prenez votre temps hein. Dans ces cas-là. Bien respirer et éventuellement le petit verre d'eau, ça peut aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Oui, ça va venir. Oui. Parce que Puis on est ensemble au téléphone, hein, après tout. Hein. C'est assez intimiste et en même temps c'est public, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu, j'ai un peu d'appréhension, mais bon voilà, je vois ça plutôt positivement, donc je me dis il faut que je me lance. Voilà, je voulais témoigner et puis. Je vous remercie pour votre appel. Vous savez, moi dans le studio, l'ambiance est très relaxe, très tamisée, tranquille, et vraiment on est même si bien sûr hein, des personnes nous écoutent parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'entendre aussi. Et en même temps, on est juste ensemble sur la ligne. Qu'est-ce qui vous amène ce soir, Aline? En fait, depuis 2013, ma vie a complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai vécu un drame familial. Et ça a remis toute ma vie en cause, mais vraiment à tous les niveaux, que ce soit dans la vie de tous les jours, professionnelle, sociale, même spirituelle. Donc il y a eu un bouleversement et en fait j'ai perdu mon papa qui malheureusement s'est suicidé. Donc déjà un décès un peu je sais pas trop comment qualifier ça, mais je vais pas dire inhabituel, parce que bon, c'est vrai, mais... Je vous comprends, on peut souhaiter au plus grand nombre que ce soit inhabituel, bien sûr. Hein. On avait été dit hier, hein, dans la maman a mis fin à ses jours aussi. Voilà. On peut espérer que ce soit inhabituel, bien sûr. Bien sûr. Et en fait, parce que, disons que c'est vrai que... pour pas non plus paraître trop glauque, mais c'est vrai que dans le contexte, dans un suicide plus ou moins habituel, c'est vrai que souvent, malheureusement, la personne est retrouvée très rapidement. Et en fait, moi, mon papa avait disparu. D'accord. Donc, il a été sur des fichiers Internet, comme les enfants qu'on voit. Il était porté disparu. Il était ce qu'on appelle chez les policiers, je crois, une disparition inquiétante. Oui, voilà. Hein, il était recherché, il y a eu une enquête de police, parce qu'à un moment donné, il y a même une suspicion que ce soit un meurtre, hein, puisque ça pose... Voilà. Et en fait, donc effectivement, il a disparu un peu plus d'un mois. Et c'est vrai que pendant tous ces jours, on l'a pensé jusqu'au dernier moment, hein, vivant, parce que je pense que c'est humain de garder l'espoir en soi. Bien sûr. Pour pas sombrer. Et bon, mon papa a été retrouvé
Voilà, enfin, ça a été des étapes très difficiles à passer. Et c'est vrai que, comment dire, c'est ce qui s'est passé ensuite, après ce décès, après ce drame, qui a complètement, enfin, toutes ces choses qui sont arrivées, qui ont vraiment bouleversé ma vie, puisqu'en fait, déjà suite au décès de mon papa, toute sa famille nous a rejetés. Et toute sa famille vous a rejeté. Oui. Alors, parce que sa famille, c'était vous aussi. Vous êtes, tout à fait. C'est ça, n'est-ce pas? Mais je pensais, la famille de mon papa, voilà. Ses frères et sœurs, ses parents, jusqu'à mes cousins et mes cousines, surtout mes cousines. Je pense à une personne en particulier. Donc ses neveux, ses nièces. Voilà, tout à fait. D'accord. En fait, ils vous ont rejeté. Oui, ils nous ont rendus responsables. Ils vous ont tenu responsable. D'accord, oui. D'accord. Quel âge avait votre papa quand il a mis fin à ses jours? 62 ans. 62 ans. Il travaillait encore? Il travaillait plus? Il venait de prendre sa retraite depuis 3 ans. D'accord. Il était malade? Il souffrait de dépression? Oui, mon papa était, depuis des années, il n'allait pas bien. Et D'accord. Le problème qu'il y a, je pense qu'on a essayé... nous, ma mère, ma sœur et moi, puis même les petits-enfants, on a tous essayé de le soutenir, mais il était un peu dans le déni, quoi. Il ne voulait pas se faire soigner, il ne voulait pas avoir un psy, il était atteint de dépression et en fait, il n'avait pas de traitement, il n'avait pas de suivi pour cette dépression. Il faisait un petit peu, je ne sais plus comment on appelle ça, mais disons qu'il faisait de l'automédication. Ah oui, d'accord. Ouais, et... mais alors ça, on ne répétera jamais assez à quel point il ne faut surtout pas faire ce genre de choses, bien sûr. Oui. Il a été voir plusieurs médecins traitants, parce qu'il était très insomniaque et il a fait un mélange, un cocktail de médicaments, enfin, c'est sordide et bon, pourtant on lui a tendu la main, mais bon, voilà quoi, c'est de toute façon, moi pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais qu'une personne qui a malheureusement décidé d'en finir, c'est dur à dire, mais on peut rien faire. On peut essayer, mais la personne, si elle est vraiment décidée, malheureusement, c'est ce que mon médecin m'a dit. Bien sûr. Ça, c'est tu aurais pu dormir à côté de lui nuit et jour, qu'un jour il serait parti. Mais ça, vous faites bien de le rappeler, Aline. C'est vrai que c'est quelque chose qui est terrible. C'est très très compliqué pour les psys. On cherche bien sûr à prédire le passage à l'acte pour protéger les personnes qui sont, je dirais, dans la cible, quoi, qui seraient susceptibles. Et d'abord, c'est très difficile de prédire un passage à l'acte suicidaire. C'est très très compliqué. Le premier, le meilleur, si j'ose dire, prédicteur du passage à l'acte, ce sont les précédents. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous dites, on sait qu'une personne qui a déjà tenté de mettre fin à ses jours, elle recommencera. Voilà, c'est ça qui, en tout cas, est le meilleur critère, le critère le plus sûr pour prédire, ce qui du coup, bien sûr, est un peu effrayant pour les personnes qui, je dirais, qui réussissent dès la première tentative à mettre fin à leur jour, c'est qu'on, bien souvent, on ne l'avait pas vu venir. Et moi, j'ai eu dans mon cabinet des personnes en grande souffrance, parce que je me rappelle notamment d'un monsieur, son conjoint, un soir de Noël, comme ça, avait mis fin à ses jours, et il ne l'avait, voilà, mon patient ne l'avait pas vu venir. C'était son conjoint qui avait mis fin à ses jours. Sa propre maman à lui s'était suicidée aussi. Enfin, il y avait peut-être une espèce de terrain comme ça, une espèce de terrain. Et c'est vrai que ça, c'est terrible. Ça ne prévient pas, même si, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est ça qui rend la dépression très, très dangereuse comme maladie, c'est qu'en fait, on meurt de dépression, notamment à travers le passage à l'acte du suicide, effectivement. Et alors, la famille de votre papa vous a tenu? En fait, je vais vous dire que tant qu'on y est, je vais vider mon sac, mais sans bien sûr. Ça peut aider parfois, ouais. En fait, j'ai une de mes cousines qui, un an avant, en été, parce que mon papa s'est suicidé en début d'année 2013, et à l'été 2012, une de mes cousines m'a téléphoné pour me dire, voilà, je me marie, j'invite toute la famille, j'ai envie que tout le monde soit proche de moi, enfin,
partager ce moment avec Super. vous tous. Ouais. Donc j'étais honorée d'être invitée. Bien sûr. Et suite au suicide de mon papa, je n'ai plus été invitée. Ah oui, d'accord. On m'a désinvitée et par des mots très très durs, les choses ont changé. Voilà ce qu'on m'a dit. Et vous pensez que ça veut dire que la personne vous tenait responsable, ça? C'est déjà rien que de désinviter sa propre cousine, c'est dégueulasse, pardon, je suis un petit peu, voilà. Non, bah oui, parce bien que sûr. c'est inhumain, parce que c'est dans ce moment-là que j'en avais besoin, en tout cas moi, personnellement, j'avais besoin de soutien. Je venais de perdre mon père dans des circonstances terribles. J'avais pas besoin qu'on me piétine, qu'on m'humilie, qu'on me double ma souffrance. Bien sûr. Et c'est vrai que ça a été très difficile. Je ne dis pas aujourd'hui que je ne lui en veux plus, parce que je ne le ferai même pas à un étranger, parce que je ne suis pas comme cela. Mais c'est vrai que j'ai passé dessus parce qu'il faut avancer dans la vie. Mais c'est vrai qu'honnêtement, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée. Ça m'a énormément choquée. Et voilà, ça fait partie de tout ce qui a suivi le décès, du côté très négatif et de choses, un revers. Elle était proche de son oncle, cette cousine? Pas spécialement. Pas spécialement. Non. C'est pour ça. Et votre papa vivait avec votre maman au moment de. D'accord. Oui, voilà. Et ma maman, en fait, elle savait qu'il allait pas bien. Elle lui avait déjà dit, mais elle l'avait encouragé. Mais même nous, parce que mon père, on voyait qu'il était pas bien. On l'a encouragé à aller se soigner. Vraiment, on voulait qu'il prenne ça en main. Et puis en plus, il était retraité, donc il avait de la possibilité de pouvoir se remonter. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça va bientôt faire 6 ans. Moi, j'ai fait mon deuil, puisque j'ai accepté, puisque, comme je dis, il est parti avec son secret. Ah, vous pensez qu'il avait un secret? Oui. Oui, il y a toujours il n'y a pas de coupable, mais il y a toujours une explication. À quel genre de secret pensez-vous, Aline? De son enfance. Ah oui. Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son enfance, puisque de toute façon, j'ai une de mes tantes qui ne l'a pas dit ouvertement, mais qui a fait comprendre que de toute façon, mon papa, c'était pas le préféré, c'était une grande fratrie. Et voilà. Et moi, je viens d'une famille mixte, puisque de deux origines complètement différentes à tous les niveaux. D'accord. Et c'est vrai que je sais que mes grands-parents, lorsqu'ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas facile, c'était dur. Et je pense que mon papa... il a peut-être manqué d'affection ou il avait des troubles et qu'il aurait eu besoin, mais voilà, c'était comme ça, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas, peut-être que même enfant, mon père aurait eu besoin d'une certaine prise en charge. D'accord. Parce que il y a des enfants, je pense qu'ils sont déjà sensibles. Vous pensez qu'il aurait été peut-être un peu maltraité? Oui. Ah oui, il y a une part de ça. Ce qu'on appelait jadis une éducation à la dure, quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Mais bon, de toute façon, ça, c'est trop tard. Mon père n'est plus là. Puis mes oncles et tantes ont plus de 70 ans. Oui, alors d'ailleurs, c'est-à-dire que il y a René, que je salue d'ailleurs au passage, qui réagit, et par rapport notamment à la cousine, elle a une analyse que je trouve assez intéressante. Elle dit que face à l'insupportable, le suicide de son oncle, eh bien il y a des personnes qui ont besoin finalement de trouver des coupables, quoi. Oui, c'est complètement ça. Ils ne réussissent pas. Voilà, ce travail que vous avez réussi manifestement à faire, qui est un travail d'acceptation, un travail de deuil. Et ça, pour certaines personnes, même à la fois, c'est trop difficile pour elles de le faire, et elles ne parviennent pas à faire autre chose que de chercher un coupable. On appelle ça en psychologie un mauvais objet. Le mauvais objet, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la faute retombe sur quelqu'un. Voilà, c'est ce qui aide la personne à traverser cette difficulté. Ça ne, ma foi, ça n'aide pas forcément à mieux supporter le rejet quand on est rejeté. Toutefois, ça peut aider à comprendre et peut-être j'en sais rien, peut-être
à pardonner un petit peu des réactions qui sont tristes, quoi. Dans le fond, c'est triste pour votre cousine qu'elle vous rejette comme ça. Moi, je suis un peu plus cartésienne. Moi, déjà, j'appelle ça, avec mon langage à moi, la méchanceté gratuite. Et même si ça peut paraître dur, mais c'est mon profond ressenti, voilà. Ouais. Et en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, l'explication, Aline, je vous propose la façon dont les choses suivantes. L'explication la plus satisfaisante est celle qui vous assure le moins d'inconfort. Oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, c'est... Je le dis d'expérience par rapport à mon métier. Parfois, c'est moins douloureux de se dire, la personne, en fait, elle me rejette parce qu'elle ne parvient pas à faire autre chose. Elle est tellement débordée par ses émotions, par sa colère, que finalement, elle en devient méchante. Simplement parce qu'elle ne sait pas faire autrement. C'est parfois moins douloureux de se dire ça que de se dire, cette personne, elle est vraiment méchante contre moi, parce qu'elle m'en veut, parce que, vous voyez, parfois c'est plus douloureux de se dire ça. Aujourd'hui, oui, mais sur le moment, on a plus. Quand vous venez de perdre, vous savez très bien, quand on vient de perdre quelqu'un, surtout dans des circonstances aussi dramatiques, on a besoin d'être épaulé, pas d'être justement. Je veux dire, à ce moment-là, je suis pas en train d'essayer de comprendre pourquoi, pourquoi du comment. Bien sûr. À ce moment-là, j'essaie moi-même de me. D'ailleurs, ça fait le tri dans l'entourage, justement. On voit les personnes qui sont là, qui sont présentes. C'est tout à fait ça. Et en fait, si vous voulez, pour moi, par rapport à mon exposé du départ, quand j'expliquais qu'il y a eu des choses, donc suite à cet événement, que ça a changé toute ma vie, c'est parce qu'en fait, moi, donc, je suis issue d'un couple mixte, puisque mon papa était catholique et ma maman est juive. Et depuis le départ, j'ai toujours senti un certain froid, un certain rejet, justement, je le dis ouvertement, du côté de la famille de mon papa. D'accord. Et c'est justement suite au décès de mon papa que tout ça a jailli. D'accord. Et plus ouvertement. Là, c'était clair, vous c'est vous, nous c'est nous. Et donc en fait, suite au décès de mon papa, je pense comme chez beaucoup de personnes qui vivent des deuils, on ressent le besoin de retourner à nos racines. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai ce que vous dites. Ouais. Et moi, en fait, suite à tout ça, j'ai fait vraiment un travail sur moi-même parce que je ressentais, j'arrive pas à l'expliquer, le besoin de vraiment de tout retrouver. J'ai repris tous les souvenirs de famille et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert plein de choses, notamment ça, que en fait mes grands-parents, ils étaient contre l'union de mes parents. Ça expliquait pourquoi j'étais coupée de la famille de mon père. Enfin, j'ai eu pas mal de choses comme ça, des explications que j'attendais depuis des années qui sont revenues. Et puis surtout, ça m'a fait comprendre plein de choses, qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans ma vie. C'était justement ça, de savoir ce que je voulais, de savoir. Je ressentais un besoin même spirituel. Oui, vous l'avez évoqué en tout début d'échange, hein, mais oui, bien sûr, je vous entends encore me dire ça. Ouais. Et comme moi, en fait, j'ai vécu avec mon grand-père, puisque j'ai pas connu ma grand-mère, mais mes grands-parents avaient été déportés, parce que ma grand-mère était juive d'Allemagne et mon grand-père juif alsacien. D'accord. Et j'ai vécu avec mon grand-père, ancien déporté. Et à ce moment-là, au décès de mon père, j'ai repris en même temps le deuil de mon grand-père qui était décédé quelques années avant. Et je suis repartie dans mes racines profondes. Et j'ai découvert plein de choses. J'ai retrouvé, ça va peut-être pas passer farfelu pour certaines personnes, mais je me suis retrouvé mon âme juive, moi qui étais athée, qui ne savais pas à quelle appartenance spirituelle. Ça a réveillé peut-être la judaïté qui était en vous. Vous vous êtes senti et ça a tout changé. Plus concerné, d'accord. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un manque de quelque chose, parce que justement c'était tabou, fallait pas en parler, parce que chez nous, par rapport à tout ce qui s'était passé, maman et puis mon grand-père ne voulaient pas parler du passé, même dans la famille. Et tout ça, ça m'est revenu. Je suis repartie même sur l'année dernière sur des traces de ma famille maternelle, du côté de mon grand-père maternel. J'ai refait tout un chemin et tout ça, c'est vraiment parti du décès de mon père. Ça a été une ramification, vraiment l'arbre qui s'étend, les branches. J'ai retrouvé à la rigueur, ça va peut-être aussi paraître un peu
mais j'ai l'impression que le décès de mon père, en plus, bon, bien sûr, il m'a meurtri, mais il m'a fait ouvrir quelque chose en moi. Je me suis trouvée. Écoutez, c'est comment dire, c'est certainement vous l'avez évoqué dès le début de notre échange, hein, je me souviens, cette espèce d'appel spirituel. Manifestement, ça a été quelque chose, une solution, ce qu'on appelle une ressource que vous avez mobilisée pour réussir à finalement grandir à travers cette épreuve. C'est admirable. J'ai un enfant, j'ai un fils, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai quelque chose en plus à lui transmettre. Alors, Aline, est-ce que vous voulez bien rester en ligne? On va voir le journal, et j'aimerais beaucoup qu'on puisse terminer relax après le journal. On peut faire comme ça? Oui, tout à fait. Bon, écoutez, c'est super. Donc vous restez en ligne, et on se reprend après le journal de minuit. D'accord. Ok, extra, merci. Il accompagne vos nuits. La libre antenne, Jean Dorido sur Europe 1. Continuons cette libre antenne ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous continuez de nous appeler au 39 21. Le standard est réparé. Désormais, ça y est, il fonctionne à merveille. Corentin et Thomas sont là pour vous accueillir. Et toujours, bien sûr, vos réactions par SMS au 7 39 21. Commencez vos messages par le mot nuit. Et j'ai beaucoup de messages de soutien pour vous. Aline, qui vraiment sont des messages admiratifs, qui vous trouvent extrêmement digne et lucide, et qui regrette bien sûr la bêtise parfois ambiante, juste pour refaire un peu la synthèse de notre échange là avant les informations. Vous avez perdu votre papa il y a 5 ans, votre papa a mis fin à ses jours, et dans votre chagrin, en traversant ce drame, vous avez en plus été, je dirais, victime d'une double peine, c'est-à-dire qu'en plus du chagrin du décès de votre papa, la famille de votre papa vous a rejeté, et il vous a fallu un certain temps pour réaliser que manifestement votre papa était issu d'une famille catholique, votre maman était juive ashkénaze, d'Europe de l'Est, avec toute le tragique que ça implique. À la Shoah, exactement. Et vous avez réalisé que depuis toujours, finalement, la famille de votre papa, finalement, ne voyait pas d'un bon œil cette union, et que finalement, cette espèce de rejet larvé, finalement, avait éclaté au moment du décès de votre père. Oui. Et vous, on avait arrêté là-dessus. Vous avez traversé ce drame de votre mieux, et ça a été un peu comme un appel. Ça vous a rapproché finalement de vos racines juives, et vous y avez même découvert, si je comprends bien, une invitation à développer une certaine spiritualité. C'est ça? Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Et à la rigueur, c'est même presque ça qui m'a remonté. C'est-à-dire que je me suis raccrochée la spiritualité, c'est la verticalité. Donc là, bien sûr, je ne peux pas ne pas rappeler que, évidemment, nous respectons toutes les croyances des uns des autres, des personnes les plus athées aux personnes les plus spirituelles. Juste quand même rappeler que toutes les traditions spirituelles rappellent que nous sommes tous frères. Et c'est toujours regrettable, bien sûr, que le spirituel débouche sur du rejet. Et bien sûr, vous avez raison, le spirituel, ça apporte vers le vertical, bien sûr, vers ce qui nous dépasse et qui nous transcende, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, ou en tout cas, à ce moment-là, dans ma vie, parce que, disons que tout ce que j'ai repris, c'était 2 ans après, en 2015, j'ai vraiment eu une crise spirituelle, puisqu'en fait, c'est à fait que j'ai mis les photos, le passé, et puis ma maman, qui avait beaucoup de mal, parce qu'elle, le passé, c'est le passé, faut plus en parler, voilà, c'est tabou.
C'est difficile. Elle m'a quand bien sûr. même... Oui. Ah oui, bah oui, parce que... Là, nous, c'est en ce qu'on fait, disait tout à l'heure, chacun réagit comme il peut, hein, ça c'est sûr. Voilà, moi je viens à la base, c'est vrai, on était une famille d'assimilés, et c'est vrai que c'était ça, pour ma mère, fallait oublier. Et moi, c'est vrai que lorsque mon père est décédé, j'ai voulu... mon grand-père m'a toujours manqué, puisque j'étais très liée à lui, et j'ai eu la pression, lorsque mon père biologique, entre guillemets, est décédé, puisque c'était mon papa, j'ai eu la pression de ressentir en même temps mes racines, mon grand-père. Il fallait que j'avais besoin de cette quête Bien et sûr. de savoir. J'avais Bien sûr. besoin d'avoir des réponses à mes questions, et je vous dis, je suis repartie. L'année dernière, j'étais au camp en Alsace, et voilà. Puis j'ai dit, prochaine étape, j'aimerais bien aller à Birkenau, parce que voilà, c'est l'histoire de ma famille, mais voilà, ça m'a rendu tout ce. Birkenau, c'est là qu'est décédé votre grand-père. Non, mon grand-père, en fait, il était en camp en Alsace, et puis ensuite il a été envoyé en Allemagne, mais c'est un survivant, un rescapé de la Shoah, et donc il est revenu en France, mais en Lorraine, puisque il est parti d'Alsace, et donc il vivait ensuite, après il a vécu avec mes parents, quoi, et c'est ça que... Et vous ressentez ce besoin d'aller jusqu'au bout. Oui, hein. Ouais. Oui, voilà, c'est tout ça. Lorsque j'étais l'année dernière à Nottwiller, donc dans le camp en Alsace, pour moi c'était tout ça, c'est toutes des choses, c'est mon histoire, et c'est vrai que je suis très émue parce que tout ça, si mon père, malheureusement, il n'y avait pas eu tout vraiment cette tragédie, tout ça, peut-être je serais passée à côté. J'aurais jamais su. Et il y a plein de choses que j'ai découvertes. Je me suis découverte moi-même. Et aujourd'hui, c'est important parce que ça fait de moi une femme différente. Je ne suis plus la personne d'avant. Je ne suis plus cette personne. J'ai en moi quelque chose. J'ai une histoire, je sais. Voilà, et j'oublie pas. Et puis je vais vous dire même un truc. Je me sens comme une personne de paix. Parce qu'aujourd'hui, quand on me dit, tiens, t'es quoi, toi, comme religion ou comme appartenance, je dis toujours, je suis judéo-chrétienne. Alors, ça fait toujours rire les gens, parce qu'ils me disent comment ça. Ça fait rire de dire ça. Ah bon, d'accord. Oui, parce qu'en fait, je me sens, je ne renie personne. Oui, voilà. bien sûr. J'ai pas choisi. Bien sûr, ma religion, je l'ai, mais je veux dire, je ne renie pas mon père, je ne renie pas les croyances qu'il avait. Je me sens vraiment, je me porte tout ça en moi. Pour moi, c'est très important, et voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'essaie d'inculquer à mon fils des choses positives en lui disant le vivre ensemble, le vivre en paix. Bien sûr. Tout ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, je me rends compte justement que même au sein de sa propre famille, on peut être victime de rejet pour son appartenance, ses origines, ses ethnies, etc. Et moi, justement, je me dis tout ça, j'ai envie justement de le changer. J'ai envie que mon fils y porte un regard peut-être différent pour que peut-être lui un jour, parce que la vie n'est pas finie, peut être confronté à plus tard à la même situation, avoir lui-même des enfants qui soient d'origines différentes, de couleurs différentes. Et je veux vraiment, que vraiment, j'ai envie d'aller dans la paix, dans des choses positives, et c'est tout ça que... Écoutez, vraiment, ne changez rien, Aline. Hein, vraiment, je suis, vous l'imaginez bien, extrêmement touché par votre témoignage. Je suis pas le seul. Hein, j'ai une réaction là encore par SMS, une personne qui vraiment vous trouve absolument formidable d'avoir réussi à transformer ce drame en autre chose et en réouvrant une dimension effectivement spirituelle et puis même généalogique qui est essentielle. Hein, pour vous, pour votre famille, pour les deux de votre fils, essentiel pour lui aussi, bien sûr. Il y a Gisèle qui laisse son numéro aussi, qui propose d'échanger avec vous. Et vraiment, je peux pas tous les dire tellement il y a vraiment de réactions assez admiratives. Oui, vraiment. Et j'ai le sentiment, dites-moi si nous sommes en phase, Aline, j'ai le sentiment que malgré toutes ces épreuves, j'ai l'impression que ça va bien. Ça va, oui, parce qu'aujourd'hui, le temps est passé, j'ai fait mon deuil,
Et oui, c'est vrai que je suis, j'ai l'impression d'avoir en 5 ans, d'avoir mûri comme si j'avais passé 20 ans. Bah écoutez, oui, vraiment. Enfin, c'est le sentiment aussi que notre échange, éveille chez moi. On parlait tout à l'heure de la cousine, de la méchanceté. Manifestement, cette pauvre cousine n'a pas la paix. Et j'ai l'impression d'avoir avec moi au bout du fil une Aline qui a la paix. Oui, voilà. Aujourd'hui, je me dis que de toute façon, on peut pas changer les gens. Il y a que les saisons qui changent. Et si je veux changer ma vie, c'est à moi de changer. En tout cas, de changer les choses. Écoutez, là, vraiment, donc, je reste sans voix. Par contre, je voulais juste faire un petit aparté, c'est que lorsque j'ai perdu mon papa, c'est pour ça aussi que j'ai un peu hésité au départ d'appeler votre émission il y a 2 jours, parce que voilà, c'est parce que lorsque j'ai perdu mon papa, j'ai été consulter un psychologue pour la première fois de ma vie, parce que j'avais besoin justement de faire le point, de parler. Bien sûr. Et je suis tombée sur une très mauvaise personne qui m'a, à l'époque, pareil, fait culpabiliser, alors que théoriquement, un professionnel, c'était plus pour soulager que pour enfoncer. Oui. Et j'ai eu, suite à ça, j'avais vraiment un rejet aussi, et de ma part, une grosse appréhension. Je ne voulais plus parler de choses si intimes, parce que ça m'a vraiment choqué. Ces propos à l'époque, m'ont choqué. Parce que justement, c'est parce que lorsqu'on va voir un psychologue, à quelque part, on lui donne une certaine confiance. Bien sûr. Dans ses mains, on donne notre vie, notre vécu. Et là, j'étais très très déçue. Et c'est vrai que voilà, après. J'espère que notre échange vous aura réconcilié avec la psychologie et les psychologues. Oui, bien sûr, oui. Bon, ça fait plaisir. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur, Aline, pour votre témoignage. Et qu'aimeriez-vous que je vous souhaite avant de nous laisser? De belles années positives, et puis voilà, surtout d'être en paix, de continuer à être en paix avec moi-même et d'avancer. Je vous souhaite de belles années positives, Aline, et d'être en paix. Merci encore merci beaucoup pour votre appel. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute. Europe 1. Et nous poursuivons la libre antenne avec Florence. Bonsoir Florence. Ah oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Écoutez, oui, ça va. Je voulais un petit peu discuter avec vous parce que j'écoute l'émission depuis longtemps. Merci, ça fait plaisir. Oui, en plus, je pense que peut-être à la limite, comme vous êtes un homme, peut-être à la limite, vous pourrez comprendre mon fils. Voilà, j'ai des gros soucis avec mon fils. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils, Florence? Après, j'ai une vie pas très facile. Voilà, je suis une petite maman adoptée. Donc, j'ai divorcé il y a 6 ans de ça. D'accord. Benoît, donc j'ai un garçon de 22 ans. D'accord. Et un petit tout de 14 ans. Ok. Et c'est Benoît qui me pose beaucoup de soucis. Donc Benoît, c'est l'aîné de 22 ans. De 22 ans. D'accord. Il vit avec vous encore? Oui, bien sûr. D'accord. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe avec Benoît alors? Ce qui se passe avec Benoît, c'est qu'il ne travaille pas depuis 5 ans. Enfin, il ne fait rien. Il a arrêté l'école. Ouais. Mm-hmm. Donc il a pas passé le bac? Non, pas du tout. Non. Non, d'accord. Il a arrêté il est allé au lycée. Il a arrêté en seconde, en première. Un peu pique-pendre pendant tout le lycée. Et voilà, maintenant, c'est un peu la débandade. Ça a été la débandade depuis longtemps. Voilà. Alors, pour mieux comprendre, Florence, donc j'ai entendu parler d'adoption. C'est vous qui avez été adoptée petite, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, c'est un problème pour vous? Non, mais j'aimerais que ça ne soit pas un problème pour mes enfants. Et vous avez le sentiment que c'est un problème pour vos enfants? D'accord. Oui, voilà, j'ai 44 ans, je viens de perdre ma maman qui a 83 ans. D'accord. Je suis quand même assez jeune par rapport à mes parents. D'accord. Mon papa qui a 87 ans, qui a un cancer de la gorge, donc j'ai perdu ma maman de cancer.
J'ai mon papa qui a un cancer de la gorge, et puis voilà, et puis Benoît qui est pas du tout là pour m'épauler, qui est pas du tout là pour... je lui ai payé le permis, j'ai fait plein de choses pour lui. Et... Vous faites le maximum. Et le papa de vos fils, comment il va? Il ne peut plus le voir. Non, il n'a jamais plus vu. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas vu. Ça fait 5 ans que Benoît n'a pas vu son père, c'est ça? D'accord. Ouais. Et vous, le papa, vous le voyez un petit peu ou pas trop? Oui, par rapport au petit tout, ouais. D'accord. Par rapport à Nicolas. Et vous êtes séparés? Vous êtes séparés du papa? Oui. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes séparés? 7 ans. D'accord. 7 ans. Donc Benoît avait 15 ans. Il devait avoir 15-16 ans. C'est ça. Ouais, c'est ça, vous pensez qu'il a perturbé? Oui. D'accord. Il a mal vécu la séparation. Ah oui. Puis bon, comme il est parti pour quelqu'un d'autre, donc... Le papa est parti pour quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Je pense que ça n'a fait qu'amplifier les choses, je pense. Parce que c'est vraiment... Il fait 1m90, c'est vraiment... Mais il est très gentil. Il est très, très, très gentil. Mais il a passé des trucs qui sont pas évidents. Voilà. Qu'est-ce qu'il a passé, par exemple? Par exemple, son meilleur ami qui s'est suicidé. Le meilleur ami de Benoît a mis fin à ses jours? Ouais. Il s'est tranché la gorge en plus. Ah oui. C'est pas... Il y a combien de temps qu'il a vécu ça, Benoît? Benoît, ça fait 2 ans qu'il a vécu ça. Et bon, c'était... je les avais à la maison tout le temps. C'est des petits, quoi. Et puis voilà, puis après accident de voiture, et puis après, c'est pas évident pour lui. En plus, il fume sûr. Il fume, pardon? Il fume leur truc, là. Qu'est-ce que c'est, ils fument leur truc, Florence? Leur shit. D'accord. La marijuana, leur shit, ouais. D'accord, il fume de la... oui. Il fume des pétards, quoi. Oui, je sais pas, ça le rend dépressif, il ne comprend pas. Ah, c'est pas bon pour la tête, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis il m'esquinte les voitures. Avec ses pétards? Oui, et puis en plus, et après ils boivent un peu les pétards. Ça fait 3 voitures que j'achète. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, ces voitures? Soit la casse. C'est-à-dire qu'il a des accidents avec, c'est ça? Eh oui. Pour l'instant, non. Voilà. Mais... Alors, pour être sûr de bien comprendre ce qui se passe, oui, voilà. Compliqué. Oui, c'est compliqué, hein, là, j'ai l'impression. C'est-à-dire que pour appeler un chat, Florence, on évoque tout ça en toute bienveillance, évidemment. Hein, toutefois, il faut appeler les choses par leur nom. Là, vous avez donc Benoît, qui est votre aîné, qui est déscolarisé. Il ne fait pas d'études, il a arrêté l'école à 17 ans, il vit chez vous, il ne travaille pas. Et et si j'ai bien compris, il investit son temps à fumer des pétards, boire de l'alcool avec des copains, et il a des accidents de voiture. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé de prendre rendez-vous avec un psychologue. Ouais. Je lui courais dans le village toute la journée. Il venait pas au rendez-vous. Les psychologues, on vient pas au rendez-vous 1 fois, 2 fois. Après, c'est compliqué quand même. C'est compliqué, vous avez raison. Oui, bien sûr. Et avec le petit de 14 ans, comment ça se passe? Ils ont des bonnes relations? Lui a des bonnes relations avec vous? Comment ça fonctionne? Le petit tout, oui, avec tous les deux, oui. Oui, ça va bien. Et le petit tout, il voit son père ou pas? Ouais. Il voit son père? Oui. Ils ont le même papa, les deux? Oui. Ils ont le même papa, d'accord. Et alors, les absents ont toujours tort, hein, donc on va pas commencer à taper sur le papa, hein, c'est pas du tout le propos. C'est 2 garçons en plus. C'est 2 garçons, voilà, vous avez lu dans mes pensées, c'est 2 garçons. J'entends que le papa, il voit le petit, ça se passe bien. Et donc, j'entends que là, ça fait 5 ans qu'il ne voit pas votre aîné. Et c'est quand même, c'est vrai, pardon, c'est un peu une tarte à la crème dans mon métier, mais on peut pas ne pas le dire. Hein, c'est vrai que le père, quand même, c'est souvent symboliquement, en tout cas, ce qui représente la règle, hein, l'ordre, le cadre.
Et là, je vous entends, Florence, comme une maman très protectrice, très enveloppante. Et c'est très bien, ne changez rien. Simplement, manifestement, là, Benoît aurait besoin de quelqu'un, de quelque chose qui l'aide à sortir de la situation Qu'est-ce que je peux faire alors? Déjà, de ne plus le financer. Certains. Ne plus financer, ça me paraît peut-être difficile, non? Parce que vous êtes sa seule ressource pour le moment. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, en plus on habite vraiment un petit village où il y a 500 habitants, donc il a besoin d'essence. Alors après, d'un autre côté, je me dis, s'il voit pas ses copains, oui, mais non, c'est je ne vais pas l'enfermer dans une maison où il n'y a que des arbres et que... voilà. Oui, bien sûr. Déjà, il pourrait peut-être faire pousser, ce qu'il fume lui-même. Déjà, ça coûterait moins d'argent, non? Florence, vous êtes toujours avec moi? Oui, mais... Pardon, hein, non, je suis contre. Moi, je suis contre ça. Hein. Ah oui, vous êtes contre, et en même temps... je suis contre ça. J'entends bien que vous êtes contre, Florence, moi aussi, je suis contre. Évidemment, j'aide même beaucoup de personnes à décrocher de ce produit dans mon métier. Ça fait partie vraiment de mon activité. Une grosse partie de mon activité, d'aider à décrocher des pétards et puis même du tabac. J'ai beaucoup de fumeurs qui viennent me voir pour que je les aide à sortir de ce piège. C'est vraiment un sujet que je connais vraiment très très bien. Simplement, j'entends bien que vous êtes contre, Florence. Toutefois, de ce que je comprends, ça ne fonctionne pas d'être contre. Ça n'empêche pas Benoît de fumer des pétards toute la journée, si je vous ai bien comprise. Non, oui, c'est sûr. Ça marche pas. Donc, si vous voulez, moi vraiment, je rêverais qu'on puisse ensemble envisager des pistes de solutions. Mais après, après le problème, c'est qu'il me coupe de tout le monde aussi. Il me coupe de tout le monde parce que si on a un repas de famille, si ça se trouve, la veille, il a fait la fête et tout, il vient pas au repas de famille. Alors que quand même, on vient de perdre notre maman. La fête des mères, il n'était pas à table avec nous. Il se désintéresse complètement. Alors que par ailleurs, j'entends qu'il est très gentil avec vous. Il est adorable. Il est adorable non. Ah d'accord, j'ai peut-être compris de travers. Pas forcément. Hein. D'accord, tout à l'heure il m'a semblé comprendre qu'il était vraiment adorable. Oui, quand je lui mets l'essence dans la voiture, quand tout va bien pour lui, à la limite. Et quand ça fait des années, il m'a dit, maman, moi ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fume. Ah bon? Ça, pardon, c'est vrai que on peut pas ne pas le dire à l'antenne. Mais pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est moi, Florence, pardon. Ah non, je vous en prie. Non, c'est moi qui m'active quand je vous entends, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de rappeler à quel point. Ça me dépasse. C'est terrible. C'est un produit qui fait des dégâts inouïs, notamment auprès des adolescents. Vraiment, le shit, les pétards, on peut vraiment regretter à quel point c'est un produit qui a été banalisé. Dans notre société et ça fait de très très gros dégâts chez les adolescents. Alors, dites-moi. Comment je peux l'amener petit à petit? Parce que là, il m'a dit après la Coupe du Monde, comment je peux l'accompagner? Comment parce que ça m'a l'air un peu plus tranquille, vous savez. En ce moment, là, vous pensez qu'il y a un petit peu de... Oui. Il y a un espace d'action possible. Eh bien, c'est une bonne idée de le saisir. Si on tente ensemble d'envisager des pistes de solutions. D'abord, Florence, vraiment l'essentiel, c'est de bien comprendre, bien accepter que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Toujours. Donc, ça veut dire, Florence, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire qu'il va falloir changer quelque chose. C'est important de vous préparer à ça. Parce que les mêmes causes, ça produit toujours les mêmes effets. Vous avez acheté 3 voitures, ça veut dire que jusqu'à maintenant, les 3 voitures ont terminé cassées, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire que la 4e voiture que vous allez acheter, il va la casser aussi. Il faut accepter ça. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, quand on regarde ensemble la situation actuelle,
Et quand on regarde finalement ce qu'on pourrait changer, puisque si on change quelque chose, on aura des effets, on aura des chances d'avoir des effets différents. Là, quand même, c'est ça. Bon, là, ce qui apparaît. C'est ça, genre, en plus, il a un col à monter, un col où il y a quand même des ravins à côté. J'ai toujours peur tout le temps. Je suis dans l'angoisse. Aussi bien un jour, il va avoir un accident ou peut-être même faire du mal à quelqu'un. Vous voyez, ça, c'est vrai que c'est quand même, c'est très anxiogène pour vous. Bien sûr. C'est ça, c'est terrible. Ça, on est bien d'accord que ça va pas. Ça, je pense que je vous rejoins. À mon avis, toutes les personnes qui nous écoutent, bien sûr que ça ne va pas, la situation. Bon. Simplement, voilà, ça c'est un constat, ça ne donne pas de solution, hélas. Bon. Donc, si on regarde les situations et qu'on envisage ce qui pourrait peut-être changer, entre guillemets à moindre frais, il y a quand même ce papa qui manifestement n'est pas hostile. Il voit son fils cadet et ça se passe bien, et ce papa, ça fait 5 ans qu'il ne se voit pas avec Benoît. Peut-être là c'est une piste quand même de tâcher quand même de remobiliser ce monsieur, qu'il ne soit quand même pas démissionnaire, pour quand même peut-être aider à ce que Benoît réagisse, non? C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai marre de faire la femme sandwich, en fait. Ouais. D'être entre tout le monde. Là, je repars à zéro. Voilà, je repars à zéro au bout d'un bon moment. Hein. Parce que voilà, un divorce, c'est un divorce. Ça se passe pas forcément super bien. Moi, ça a été bien. Hein. Ça a été bien avec... voilà, très bien. On s'est plus parler, comme ça, au moins. Là, vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus au papa de vos enfants. Très peu. Donc lui, il voit donc le petit dernier de 14 ans, le petit tout là, lui il le voit. Mais vous ne lui parlez pas à votre ex-mari. Ouais, je suis bloquée. Ouais. Donc on n'est pas là pour donner des conseils, parce que voilà, bien malin celui qui peut dire ce qu'il faut faire. Toutefois, si d'aventure Florence, vous pensez que ça pourrait faire du bien à Benoît de voir son père, et a priori ça semble pas. Par contre, après voilà, voir son papa c'est un fait, mais surtout comment avec le produit et tout, et voilà, je le laisse tranquille et tout, je le surveille pas. Ouais. Je sais pas en fait comment faire pour Dites-moi, vous ne savez pas comment faire, pourquoi? Parce qu'il est plein de projets, mais en fait, il va dire ça le soir, puis le lendemain, il va pas le faire. Oui, mais ça, ça, de toute façon, de ce que j'entends alcool, j'entends pétard. Ça, sans porter aucun jugement sur Benoît, je veux dire, ça, voilà, ça arrive d'avoir des périodes comme ça. Ça peut arriver en tout cas. Il doit avoir pris 10 kilos, il a pris 10 kilos. Non, mais c'est pas bon, là, il va pas bien, Benoît. Mais c'est pas bien, pas bien. Non, il va pas bien, non. Il faut l'aider, simplement. Encore une fois, Florence, c'est dit en toute suspension de jugement, manifestement, là, la situation ne l'aide pas à sortir de ce contexte. Là, pour l'instant, il continue, si je comprends bien. Il n'y a rien qui se passe. Ben non, justement, je voudrais avoir la solution pour que quelque chose se passe. Moi, j'ai fait une thérapie pendant 1 an. Ouais. Franchement, ma psy, j'ai parlé pendant 1 an avec. Oui. À un moment donné, elle m'a dit, écoutez, Florence, vous ne m'écoutez pas. Parce qu'en fait, elle me disait, il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça, avec Benoît. C'était pas facile à mettre en place à la maison, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'elle vous disait de faire alors, votre psy? Elle me disait de prendre un appartement, donc j'ai essayé de faire moitié-moitié avec son... pour essayer que Benoît prenne un peu son indépendance. Ah oui, parce que quand même, il a 22 ans. Avec quel financement l'appartement? Moitié-moitié avec son papa et moi. Ah oui. Voilà, ou même moi j'étais prête carrément à lui prendre l'appartement. Ouais. Donc c'était pas un souci, mais il ne veut pas. Vous pensez que c'est une bonne idée, vous, ça? Partir de moi. Et voilà. Et vous pensez que c'est... Enfin bon, je suis pas sûr. Moi, il me semble... Alors, mettons-nous d'accord, Florence. Quand même, hein. Pardon? Il m'embête un peu quand même. Hein. Qui donc, Benoît? Ben oui, vous savez, moi ça fait 6 ans que moi il faut que personne rentre à la maison. Alors surtout pas un garçon. Ah bon? Non. Ben, comment ça se fait? Parce que c'est comme ça. Je comprends pas là.
J'ai besoin de votre aide, la Florence. Parce que c'est comme ça. Ben, je sais pas si quelqu'un peut-être écoute la radio, il comprendra. Une maman, elle comprendra. Il y en a plein de mamans comme ça, vous savez. Attendez, j'ai besoin de votre aide, Florence. Là, vous êtes une jeune femme de 44 ans, moderne. Oui. Hein, vous vivez mais j'ai jamais refait ma vie. avec vos deux garçons de 22 ans et de 14 ans. Vous êtes un peu, si je comprends, une maman poule. Vous êtes très protectrice. Donc Benoît, il fait plus rien depuis 5 ans. Il a arrêté l'école, mais voilà, il vit chez vous et vous lui apportez, si je comprends bien, voilà, le gîte, le couvert, vous lui achetez les voitures, vous le financez puisqu'il n'est pas autonome financièrement. Bon. Tout à fait. De mémoire, je pense que les minima sociaux, c'est à partir de 25 ans, si je ne m'abuse, non? Le RSA, je crois. Mais oui, mais après, voilà. Bon. Même des amis m'ont dit, mais change les serrures, fous-le dehors. Mais fous-le dehors, on n'en est pas là. Mais Florence. Donc moi, je vois à peu près la situation, et ce que je ne comprends pas, c'est quand j'entends qu'il est impossible qu'un garçon rentre, donc un garçon, j'imagine, éventuellement pour vous, un homme, on pourrait dire. Eh ben non. Et impossible qu'un garçon rentre à la maison. Ça, je comprends pas, ça. Ah non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Mais parce qu'il veut pas. Il veut pas. Donc en fait, si je comprends bien, en fait. En plus, c'est un garçon qui s'impose et qui on a envie de déguerpir. J'ai perdu des amis un petit peu comme ça. Parce qu'il arrive, il crie, il est un peu fanfaron. Si je comprends bien, Florence, c'est le patron, quoi, Benoît, à la maison. C'est devenu le patron. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, c'est. Oui, mais il y a beaucoup moi, j'ai beaucoup de copines comme ça aussi, hein, que la dernière il n'y a pas si longtemps, j'ai une copine qui m'a dit, son fils, il avait un chien. Il lui a dit, à sa maman qui était dans le lit, il a dit, allez, va à ta niche. Ouais. Bon, écoutez, chacun ses problèmes. Hein. Ça, c'est le problème de la copine. Si vous voulez bien, Florence, nous, on va se concentrer sur Florence et sur Benoît. Là, manifestement, vous voyez, si on cherche les pistes de solution, déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord. Bon, on est ensemble d'accord, Florence, vous et moi, que la situation, elle n'est pas satisfaisante en ce moment. Ça, vous êtes bien d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Pour moi, très satisfaisante. Non, pour moi, très... non, parce que... Ça n'est pas satisfaisant. Oui, mais parce qu'en fait, vous connaissez pas trop ma vie et tout, donc en fait, non, elle est satisfaisante. Je suis complètement... je suis dans la colline, j'habite à la maison de mes grands-parents. Pour qu'on se comprenne bien, Florence, la situation en ce moment entre Benoît et vous, avec Benoît, non. Ça n'est pas satisfaisant. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà, c'est important qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que là, j'entends une Florence qui non, tout va bien, je suis sur la colline, etc. Moi, je ne sais pas si tout va bien. Mais on continue comme ça, alors. C'est ça. Non, mais moi, le sujet, c'est Benoît. Hein. Ça, c'est une solution. Voilà. Donc, c'est juste un petit truc à lui dire. Puisque Benoît vit chez sa maman Florence, on peut dire que la situation de Florence n'est pas satisfaisante. Vous êtes d'accord ou pas là-dessus? Oui. Parce que oui, tout à fait. On est d'accord. Vous êtes d'accord là-dessus? Non, je suis d'accord. Et donc, si on cherche des solutions, là, manifestement, une piste parmi d'autres, ce qui crève les yeux, c'est que Benoît aurait peut-être besoin de la présence de son père. Puisque ça fait 5 ans qu'il ne l'a pas vu. Et que finalement, ça coïncide un petit peu avec le début des problèmes, tout compte fait. D'accord ou pas d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Là-dessus, on reste d'accord. D'accord, bon. Donc déjà, on avance. Bon. Et j'entends Florence qui me dit, moi, de toute façon, le papa, je n'ai plus de contact avec lui. C'est ça, n'est-ce pas? Très correct. Je ne sais pas que je n'en ai plus, c'est que c'est très correct. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout à l'heure, j'ai compris que vous n'aviez plus trop de contact avec le papa. C'est juste des échanges, oui. Tu viens prendre le petit dans 15 jours, ok, d'accord, très bien, voilà. Bon.
Correct. Correct. Bon. Mais non, et Benoît, par contre, non. Il serait intéressant que cette relation correcte avec le papa vous permette de faire en sorte que le papa se remobilise vis-à-vis de Benoît. Moi, ce qui semble là essentiel, quand même, il a 22 ans, maintenant c'est un grand garçon, ce serait que Benoît commence à développer une certaine forme d'autonomie. Oui, mais Jean, le problème, c'est que moi, maintenant, le papa me donne le petit tout. Donc, voilà. Voilà, en fait, le petit, je vais l'avoir tout le temps maintenant. Alors qu'il était en garde alternée, c'est ça? Ben non, il n'y a plus de garde alternée, non. Il a 14 ans, donc super, à l'adolescence. Il y avait une garde alternée, et maintenant il n'y en a plus, c'est ça? Oui, non. Il a gardé 2 ans, moi je l'ai gardé parce qu'il avait 6 ans quand on a divorcé. Nicolas, il avait 6 ans. Voilà. Et là, en fait, moi, je l'ai gardé pendant un moment, et puis, son papa l'a gardé pendant 1 an, et puis là, c'est moi qui vais le garder tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'assure, et puis que Benoît, il faut qu'il assure, quoi. Il faut pas qu'il soit impulsif comme ça. Il faut pas qu'il soit, parce qu'il est très impulsif. Il m'a tapé des portes, il m'a cogné des portes, il m'a fait des trous dans les... Qui ça, le papa, votre ex-mari? Non, Benoît, mon aîné. Là, quand même, voilà, je voudrais pas qu'on devienne alarmiste. Hein. Toutefois, de ce que j'entends, quand même, la Florence, la situation me semble quand même très délicate avec Benoît. Ça fait longtemps. Que j'avais envie de parler avec vous. Oui, j'adorerais vous aider au mieux. Florence, simplement, là, c'est vrai qu'il est c'est de vous que si le papa est un peu démissionnaire, il n'y a que vous qui puissiez faire changer les choses. Vous voyez, j'ai une réaction par SMS de Monica, qui vous a adressé, qui dit à Florence: détrompez-vous. La plupart des mamans définissent les règles du jeu chez elles, et qui rajoute: tant que c'est le fiston qui dicte la loi, rien ne changera. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une mère de famille, vous voyez, qui s'appelle Monica. Et j'ai d'autres réactions du même genre. Christine qui vous dit: Florence, Benoît exploite votre gentillesse, et c'est à vous d'imposer quelque chose. Et ça, je pense quand même que... Je peux plus lui mettre la rouste maintenant. Et puis le mettre moi, mes copines, elles me disent: mets-le dehors. La violence ne résout rien. Non, mais c'est facile, bien sûr. C'est facile de dire ça, et puis ça, voilà, on peut pas le faire. Cet hiver, je vais le voir dans la rue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas question de rue. Moi, j'ai un souci, c'est quand même par rapport au financement, parce que j'entends qu'il fume beaucoup de drogue, Benoît. Bon, et je vous le disais, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir tant elles sont en détresse à cause de la dépendance que créent ces produits, et je sais que ça coûte beaucoup d'argent de consommer de la drogue. Donc, déjà, il me semble qu'en termes de financement, il y a peut-être quand même quelque chose à mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, après, le problème, c'est qu'après, il devient agressif. Oui, mais alors là, Florence, bien sûr que c'est un problème. Simplement, vous savez que, dans ces cas-là, on en a beaucoup parlé là, durant tout ce week-end là, dans cette émission. Et nous avons en France des institutions, notamment des services sociaux. Et si vous avez sous votre toit un fils qui est agressif avec vous, c'est un problème. Simplement, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même la collectivité qui est là pour vous aider. Et la collectivité, elle est là à travers le législateur qui fait des lois, à travers les services sociaux qui mettent à votre disposition des travailleurs sociaux, des éducateurs pour faire le nécessaire. Le problème, Jean, c'est que c'est pas ça le problème justement. C'est que Benoît, il se prend un peu plus. Vous savez le dicton, faut pas faire le riche quand on n'a pas le soin. Je comprends pas votre dicton, Florence, aidez-moi. Faut pas faire le riche quand on n'a pas le sou. Oui, Benoît, il a tendance un petit peu à taper sur sa mère sans arrêt. Voilà, c'est un peu un flambeur. C'est un peu un flambeur, c'est ça? Pardon? C'est un peu un flambeur, si je comprends bien. Exactement. Un flambeur, et voilà, il profite
profite de temps en temps, voilà. Là, je peux vous dire, écoutez, on va devoir suspendre notre échange, Florence. Toutes les réactions des personnes qui vous écoutent, qui nous écoutent, qui réagissent par SMS, c'est vraiment de réussir à vous poser à nouveau comme la personne qui décide dans votre maison. Et là, j'ai le sentiment, et je vous le dis vraiment avec toute la tendresse possible, Florence, j'ai le sentiment d'avoir avec moi au téléphone une dame qui n'est pas très claire là-dessus, pas très nette. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est difficile de rester aimante. Parce qu'on porte tout à bout de bras, on porte tout. Bien sûr. Simplement, il faut changer l'école, il faut faire ci, il faut faire. Je vais vous donner une piste. C'est hallucinant, quoi. Je vais vous proposer une piste, Florence. Voilà, une piste que m'a proposé un jour un psy qui m'a appris beaucoup de choses dans mon métier et qui m'a dit un jour, tu sais Jean, il faut savoir y aller toujours avec douceur et fermeté en même temps. Et c'est cette posture qui est difficile à tenir. Douceur parce que sans douceur, rien ne fonctionne. Doucement, oui. Et en même temps, fermeté, parce que sans fermeté, rien ne se passe non plus. Et j'ai l'impression d'avoir avec moi une Florence, pas de problème sur la douceur. En revanche, gros progrès à faire sur la voilà. Donc là, il me semble, Florence, s'il y a vraiment une piste et quelque chose à travailler, c'est la fermeté. Et je vous souhaite de tout mon cœur de réussir à progresser sur ce domaine-là de la fermeté, parce que sans se faire peur, on n'est pas là pour ça. Savons là, Florence, j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui devient quand même de plus en plus critique à la maison. C'est ça. Et Benoît fume beaucoup de pétards, et il boit de l'alcool. J'entends que parfois, si vous ne le financez pas, il peut devenir violent. J'entends qu'il fait la loi à la maison, que finalement c'est devenu le patron. Il faut plus d'hommes chez vous. Et là, quand même, c'est quand même un vrai problème. Donc, je souhaite de tout mon cœur de réussir avec douceur et fermeté à le remettre à sa place, qui était la place du fils de la maison, le fils de la patronne. La patronne, c'est Florence. La patronne, c'est Florence. Ok, je me rappellerai de... Alors oui, vous êtes bienvenue, avec plaisir. Vraiment, vous n'hésitez pas. On fait comme ça, Florence ? Douceur et fermeté. Yes. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, beaucoup. Merci Florence. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Sur Europe 1, Jean Dorido vous écoute et vous accompagne. Oui, cette chanson qui faisait, je crois, partie de la bande originale du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, si je ne m'abuse. Et vous êtes toujours sur la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous nous appelez au 3921. Vous réagissez surtout au 7 39 21. Envoyez vos textos en commençant vos messages par le mot nuit. Beaucoup de réactions sur notre échange avec Florence. Vraiment, je le répète, Florence, vous êtes toujours au bout du poste. Vraiment énormément de réactions qui vont toutes dans le même sens, que vraiment dire oui, toujours oui n'est pas forcément la meilleure façon d'aimer. Parfois, il est essentiel de savoir dire non, et que voilà, il est hors de question de vous laisser, je dirais, dépasser comme ça par votre fils qui prend une place qui n'est pas la sienne. Ça ne lui rend pas service, ça ne vous rend pas service à vous non plus. On rappelle évidemment que la consommation de drogue, qu'elle soit légale ou illégale, ça n'arrange pas les choses. Et la première chose à faire, c'est déjà de réussir à s'en sortir et de remettre un cadre. Et bien sûr que soit le retour du père auprès de lui, soit l'intervention d'un tiers peut faire avancer les choses dans le meilleur sens. Et nous continuons cette libre antenne avec Lily. Bonsoir Lily. Oui, bonsoir Jean, bonsoir à tous les auditeurs. Comment allez-vous Lily ? Ça va bien, moi. Ça fait plaisir. C'est bon de terminer comme ça, avec une personne qui va bien. Oui, ça va bien. J'ai des petits soucis comme tout le monde. Bon, ok. Qui n'en a pas, cher monsieur ? Ça, on se demande bien qui n'en a pas, oui, ça c'est sûr. Oui, on a tous notre lot, je crois. Oui. Mon pauvre homme. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui vous amène au micro ce soir, Lily ? D'abord, je vais faire un aparté concernant Florence. Dites-moi, oui. Mon fils a eu des problèmes d'addiction à la drogue, comme ça, donc je connais aussi. Bien sûr. J'avais appelé, moi, SOS Drogue Info Service. Bonne idée. Drogue Info Service, bien sûr. Excellente idée. J'ai appelé, ils sont excellents. Ouais. Et ils m'ont donné des thèses de psy qui concernaient exclusivement
les toxicomanes. Ah, alors ça, écoutez, vraiment, merci de votre aide, Lily. Là, je pense qu'effectivement, parce que, oui, ils sont rompus à ce genre d'exercice, et puis cette situation, hélas, n'est pas si rare, d'une maman qui se laisse déborder par son grand-fils toxicomane. Et oui, c'est une très très bonne idée, effectivement, que Florence commence à décrocher son téléphone et qu'elle appelle Drogue Info Service. J'ai pas le numéro en tête parce que ça fait un moment. Oui, non, mais je vois ça sur Internet de partout. Voilà. Sinon, elle fait 118 712, ils lui donneront. Exactement. Je l'ai oublié ce numéro. Pardon, c'est bête. Non, mais on va le trouver de toute façon. Corentin et Thomas sont sur le coup. Hein, puis parce que ça peut servir à d'autres aussi. Mais bien sûr. Les Drogue Info Service, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Comme Florence habite à la campagne, je suppose qu'elle connaît la gendarmerie du coin. Ça ne va pas lui plaire ce que je vais dire. Une mère n'a pas envie de signaler son fils aux autorités. Mais s'il était convoqué par la gendarmerie pour un rappel à la loi... Ben vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Écoutez, c'est le 0800 23 13 13. Voilà le numéro de Drogue Info Service. Hein, voilà. 0800 23 13 13. Ouais. C'est exactement ce que j'avais fait comme numéro. C'est gratos en plus. En plus, c'est gratos. Alors en plus, voilà, faut pas hésiter. Hein. Bien sûr, vous avez raison. Non. Et ils sont vraiment charmants. Et comment va votre fils aujourd'hui? C'était il y a 10 ans. Il va comment aujourd'hui? Écoutez, il va bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est bon, en plus, je reconnais que c'était plus possible, hein, vraiment plus possible. Qu'est-ce qu'il prenait comme drogue, votre fils? Il prenait du hash, il picolait comme Benoît, quoi. Drogue et drogue. Il ne les faisait pas pousser dans l'appartement. Alcool et shit. Non, mais bien sûr, mais il faut surtout pas faire ça, hein, évidemment. Non. Hein, ni le faire pousser, ni l'acheter, ni le consommer. Voilà. Hein. On vit. Mais il y a un moment, je me suis dit, tu es trop dépassé. Il jouait pas trop à la maison. Si j'avais pas fait tourner la machine, il m'engueulait. Il m'imposait ses copines à n'importe quelle heure. Donc exactement comme Benoît finalement. Ouais. Il jouait le patron, d'accord. Voilà, il jouait le patron. Il n'en avait pas conscience. Puis en plus, je suis non-voyante, donc vous voyez, il pouvait abuser un peu de... Il n'a jamais profité de mon handicap. Hein, je précise, il était droit à ce niveau. Non. D'accord. Il faisait une connerie, il me disait. Un jour, il s'est fait rappeler à l'ordre par des flics parce qu'il avait acheté pour 50 € de shit pour le partager. Parce que vous connaissez le système. Ils achètent et puis ils en gardent pour leur consommation personnelle qui est subventionnée par les autres qui payent D'accord. Donc en fait, je connais tout le système. Il faisait un peu de trafic en plus de la consommation. Pas beaucoup. Il en a... Comment vous expliquer? Il en revendait pas, mais quand il achetait, il en gardait un petit peu pour lui. Voilà, d'accord. Et il revendait le reste. Oui, mais c'était un accord entre eux. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les flics, quand ils l'ont arrêté, ils n'ont pas dit tu fais du trafic. C'était pas du trafic. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une pratique courante, ça. Et alors, vous parliez de gendarmerie tout à l'heure, là, pour aider Florence. Quel âge avait... Donc, c'était il y a 10 ans. Il avait quel âge, votre fils, quand il faisait un peu le patron à la maison, là, il y a 10 ans? Il avait une vingtaine d'années. Ah, pareil. Mais vraiment, c'est la même situation. En plus, si vous voulez, moi, je jouais le rôle du père et de la mère, même avant, parce que mon mari avait des problèmes cognitifs et c'était moi qui faisais les deux rôles. Qu'est-ce qu'il avait comme problème cognitif, votre époux? Il a eu un traumatisme crânien très jeune, à la naissance, presque, il est tombé. Et vous êtes non-voyante, hein, Lily, c'est ça? Oui, lui aussi d'ailleurs. C'est un beau message d'espoir, hein. Ça veut dire qu'on peut toujours réussir, hein, même quand on souffre parfois de handicap, on peut toujours réussir à rétablir quand même un climat satisfaisant à la maison. Hein. Ouais. À la fin, j'en ai eu marre. Et je lui ai dit, écoute, tu me rends les clés, tu te démerdes pour trouver quelque chose. D'accord. Moi, je regrette. Le lendemain, je l'ai regretté, mais comme il me gueulait dessus, comme c'était pas permis, il y a un moment, je lui aurais laissé de ma santé mentale. Mais je crois qu'elle a peur de son fils, parce qu'on a peur de leur violence. Mon fils, il donnait dans les... mais il m'a jamais tapé. Heureusement. Il ne m'a jamais frappé. Bon. Oui, alors là, je le réveillerai encore plus tôt. Hein. Là, vous l'avez mis à la porte. Hein. Oui, j'ai foutu à la porte. D'accord. Mais en fait, il avait sa petite copine chez qui il passait tout le temps son temps. La mère de la copine, elle l'a pris et elle l'a recadré. Ben ça, tout à l'heure, on n'a pas pris le temps on pouvait pas tout évoquer. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a des solutions bien heureuses qui sont apportées par justement une présence féminine, quoi. Quand ce genre de profil rencontre une fille un peu plus d'aplomb,
J'ai eu bien des cas dans mon cabinet où c'est presque magique. Hein. Vraiment, la mère de sa copine, qui est devenue son épouse d'ailleurs. Hein. Ah, très bien. Elle l'a prise chez lui. Il n'a pas eu les clés avant 1 an. Ah, voilà, c'est ça. Ah, c'est bien, ça cadre. Et donc aujourd'hui, il prend plus de drogue. Oh, il fume même plus de tabac. Ah, c'est super. Classique. Ah, ça, c'est vraiment extra. Il est père de famille depuis 18 mois. C'est un ange. Bon, je m'engueule avec lui parce que vous avez dû remarquer que j'ai du caractère. Ah ben, changez rien, ça fait du bien d'avoir du caractère. Il vaut mieux, je connaissais une vieille dame qui disait, vaut mieux avoir un mauvais caractère que pas de caractère du tout. Absolument. N'est-ce pas ? Moi, je dis pas que j'ai mauvais caractère, je dis que j'ai du caractère. Exactement. Dites-moi, Lily, vraiment, je passe un excellent moment avec vous. On arrive au terme de l'émission. Est-ce que vous savez que vous pouvez rappeler demain Caroline Veil, ou alors le week-end prochain, je serai là. Oui, parce que j'aurais voulu parler d'Aline. Et puis du coup, j'ai pas eu le temps. Est-ce qu'on peut remettre ça, soit Caroline Veil demain, soit je serai là peut-être samedi. Vendredi, c'est la nuit des étoiles, et samedi, la libre antenne. Écoutez, j'aimerais mieux qu'on se rappelle, puisque c'est avec vous qu'on a fait. Alors, on continue ensemble la semaine prochaine, Lily. C'est plus cool. On fait comme ça. Au revoir, Lily. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Il est 1h du matin sur Europe 1. À la semaine prochaine. Et vous retrouvez demain Caroline Veil pour la libre antenne qui continue toujours de 23h à 1h sur Europe 1.